Alors bonsoir à toutes et tous. Je suppose que vous m'entendez. Ça va. Voilà. En fait, c'est à moi que revient le plaisir et l'honneur, je veux dire, de présenter Janine Abrassard, qui est davantage connue, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure, à Mons et environ, sous le nom de Laurence Amaury, puisqu'elle est cofondatrice, je répète, du cercle littéraire ennuyé Clair de Lune, qui a été créé en 1987, il y a presque 40 ans maintenant, à un an près. Et Laurence collabore encore aujourd'hui à la mise en page de la revue littéraire Aura, qui est éditée par le fameux cercle Clair de Lune de Mons. Alors Laurence Amaury a même été primée, parce que tout à l'heure on a parlé des prix obtenus par la poétesse précédente. Laurence, est-ce que tu pourrais nous dire quel prix tu as reçu? 2 seulement. En 82, le prix de poésie Hélène Vanove, et en 2010, le prix Mons de l'Association royale des écrivains et artistes de Wallonie pour un recueil de nouvelles, Escale en absurdie. Merci. Alors maintenant, j'aimerais bien Janine, on revient à notre Janine Abrassard qui a donc présenté, qui va présenter ici Lettres Lumeson, tome 1. Pourquoi ces deux noms, Janine? Parce qu'il faut qu'on s'y retrouve quand même. Oui, eh bien, Janine Abrassard est mon vrai nom. Donc, c'est le nom de ma première vie. Et j'ai choisi un pseudonyme, en fait, en 1979, lors de la publication de mon premier recueil de poèmes, Écoute mes silences. Donc, j'ai choisi Laurence Amaury, pour des raisons que je pourrais expliquer si on a le temps. Et par la suite, j'ai continué à écrire, mais pas seulement des poèmes, j'ai écrit aussi assez bien de nouvelles, parce que j'avais trop d'idées. Donc les nouvelles, c'était assez pratique pour les caser toutes. Donc j'en ai écrit énormément, des courtes, de plus longues, jusqu'à même 80 pages, donc presque un roman. Et ça a été ma deuxième vie littéraire, et comme on a parlé du cercle littéraire Clair de Lune, tous mes amis, ou mes nouveaux amis, m'ont appelé forcément Laurence. Et c'est ainsi que Laurence a pris le pas sur Janine. Voilà, c'est pour ça qu'on connaît mieux Laurence que Janine Abrassard. Alors maintenant, continue. Non, vas-y. Non, j'allais dire, ce livre, donc Les Lettres Lumeson, c'est un tout autre genre. J'ai écrit des pièces de théâtre, des nouvelles, des poèmes, mais ici, c'est un essai plutôt historique. Donc, j'ai préféré le signer de mon vrai nom et garder mon pseudonyme pour les œuvres de fiction et la fantaisie, disons. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ce livre donc, qu'on vous présente ce soir s'appelle Les Lettres Lumeson? Quelle est l'origine en fait de ce nom? Oui, en fait, à l'origine, c'est un mémoire d'étudiant. Donc j'ai fait quelques années d'enseignement, sachant dès le départ que je ne ferais pas ça toute ma vie. Quand j'ai eu l'occasion, j'ai repris des études pour devenir bibliothécaire documentaliste, et ça c'était vraiment ma vocation. Et il fallait évidemment, à la fin des études, choisir un sujet de mémoire. Et là, ça a été facile. J'ai allié mon amour de la ville de Mons et mon amour de la littérature, et j'ai voulu faire un répertoire des auteurs montois. Mais croyant qu'il y en avait peu, en fait, j'ai choisi de larges critères. Donc d'abord le Grand Mons, pas seulement Mons-Centre, ensuite du Moyen-Âge à nos jours, donc des débuts à notre temps. À ce moment-là, c'était en 1986 ou 87. On était toujours au XXe siècle. Quoi. Oui. Donc, alors j'ai pris aussi les auteurs montois de naissance et d'adoption, tous les genres littéraires, donc tous ceux qui sont dans les anthologies Lagarde et Michard, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, et aussi bien sûr les 3 langues, c'est-à-dire le latin, le français et le patois, surtout à partir du XIXe siècle. Vous comprenez que ça prend tout de suite beaucoup plus d'importance que le petit mémoire imaginé au départ. Oui, donc ici, c'était un mémoire d'étudiant. J'ai continué par la suite à chercher par passion. Et en 2015, c'était tellement énorme que j'avais préparé une version alphabétique.
Et puis je n'en étais pas satisfaite parce que finalement, ça manquait d'âme. Ça manquait d'âme, le contexte historique n'y était pas, ni non plus tout le mouvement des idées ou des liens entre les auteurs, les groupes, les revues qui paraissaient, surtout au XIXe siècle, qui est une époque très féconde. Donc, j'ai décidé de revenir à la version chronologique. Et là, ce que je n'avais pas au départ, c'est Internet. Donc, ça a été des manipulations numériques. Mais j'ai aussi j'ai rectifié beaucoup d'erreurs du passé. J'en ai trouvé chez mes prédécesseurs qui, c'était normal, quoi. Ils n'avaient pas pu aller au fond des choses, mais grâce à Internet, j'ai pu aussi rectifier pas mal d'erreurs. Donc, la nouvelle version, c'est une version revue, corrigée et augmentée. Et le tome 1, Moyen-Âge et XVIe siècle, est tout modeste, mais le prochain sera plus du double, ce sera 17e, 18e, si on peut le faire ensemble, ce sera beaucoup plus épais. Et ne parlons pas du 19e, donc je remets encore à jour aujourd'hui, et je suis au 19e siècle. 17e, 18e, c'est prêt. Mais il faut d'abord parler un peu de celui-ci. Oui, alors je ne sais pas s'il y a des Montois dans l'Assemblée, mais en tout cas, les lettres Lumeson, je crois que ça ne vous dit rien. Alors tu peux nous expliquer pourquoi Lumeson? Il y avait un cercle des Montois de Bruxelles ici, donc peut-être, j'en vois une d'ailleurs, qui appartenait à ce cercle. Vous aussi? Oui. Et la revue, oui, et la revue Docatio, je m'en suis beaucoup servi. C'était une très bonne revue. Et oui, donc le Lumeson, c'est le combat de Saint-Georges contre le dragon. Donc on ne doit jamais dire le combat du Lumeson, mais le combat dit appelé Lumeson. Sinon, c'est dire le combat du combat. Donc, évidemment, ce combat de Saint-Georges contre le dragon s'inscrit dans un mythe universel, mais c'est seulement à Mons qu'on appelle ce combat Lumeson. Et à Mons aussi, nous avons un héros local, Gilles de Schlin, qui est un chevalier montois, c'est un personnage historique. Il était le conseiller du comte Baudouin IV de Bâtisseur au XIIe siècle, et il a combattu un dragon pour sauver une pucelette, donc une petite fille qui avait été enlevée par un dragon à Wam, une bourgade proche de Mons. Alors, encore aujourd'hui, le mardi de la Pentecôte, il y a une procession à Wam où on promène la pucelette et Gilles de Schlin est présent. À Mons, on ne parle plus de Gilles de Schlin, alors qu'on l'honorait au XIXe siècle encore. C'est Saint-Georges qui combat le dragon, mais la pucelette est présente dans la procession et elle tient en laisse un petit dragon. Mais ça passe plus ou moins inaperçu de nos jours. Donc j'étais, comme j'aime Mons, j'aime la littérature, j'aime l'histoire de Mons et aussi son folklore. Je suis passionnée d'ailleurs, j'avais écrit en 2015 Le souffle du doudou dans les lettres Lumeson, c'est-à-dire ce que les auteurs montois, depuis les origines, ont pu écrire sur cette fête du doudou, sur ce combat de Saint-Georges contre le dragon et aussi sur Gilles de Schlin, bien sûr. Il y a même, je ne sais pas si je vous ai dit la date, 1133, combat de Gilles de Schlin contre le dragon de Wam. Alors j'ai eu l'idée, parce que les Montois ont l'esprit facétieux, j'ai eu l'idée d'un titre fantaisiste, les lettres Lumeson. Et bien sûr, il y a un sous-titre beaucoup plus sérieux, c'est Bibliographie montoise du Moyen-Âge à nos jours. Donc, voilà. Voilà, vous en savez plus sur le Lumeson. Moi qui ne suis pas du tout d'origine montoise, je dois avouer que Saint-Georges, Gilles de Schlin, ça se mélange un petit peu. Je ne comprends pas comment, alors qu'on avait Gilles de Schlin, on en arrive à Saint-Georges, mais enfin bon, c'est pas grave, les Montois savent bien comment ça va. Oui, certains disent que c'est Gilles de Schlin qui a pris la place de Saint-Georges à un certain moment, et les autres disent le contraire, que c'est Saint-Georges qui a supplanté Gilles de Schlin. Mais là, pour le moment, c'est Saint-Georges qui est en vedette. Oui, il a un beau cheval.
Et alors, je me disais aussi que ma recherche, à l'origine, on n'avait pas Internet à l'origine. Je suis allée dans des bibliothèques, j'étais devenue un rat de bibliothèque, et j'ai tout trouvé comme ça. Maintenant, j'ai l'aide d'Internet, mais ma recherche s'est quand même effectuée en circonvolution, un peu comme au Doudou, dans l'arène, le combat, tel qu'il se présente, quoi. Donc c'était assez amusant de choisir ce titre. Alors, je pense que vous aimeriez avoir une idée de ce que Laurence a pu écrire. Donc, je vais commencer avec les chambres de rhétorique, hein, c'est ça? Oui. Les chambres de rhétorique organisent des joutes littéraires, des concours de chant et de beaux dits, et décernent des prix. La poésie se définit comme l'art de rhétorique, ou gai science, ou encore gai savoir. Très vite, ces associations se multiplient. Chaque rue de Mons a voix ses rhétoriciens, affirme François Vinchamp. Les tournois poétiques opposent soit des Montois entre eux, soit des Montois à des poètes venus d'ailleurs. Évidemment, nos poètes sont invités parfois à participer aux concours organisés dans d'autres villes. Vinchamp, encore, relate celui qui eut lieu en 1431 à l'abbaye de Liessy sur le sujet « Pourquoi la paix ne connoit soit le pays de France ?» Ceux de Mons sont présents, mais le premier prix, une paix d'argent pesant 8 onces, est décerné à ceux de Hesdin. Je ne sais pas si vous voulez des explications sur la paix d'argent et les 8 onces, mais... Oui, donc la paix d'argent, c'est un objet liturgique du culte catholique qui se présente soit de forme ronde ou rectangulaire, avec une poignée derrière, et qui est présenté aux fidèles pour le baiser de la paix. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça se fait encore. Dans certaines cérémonies funéraires, oui, certaines cérémonies. Encore. Donc, alors ici, on suppose que c'était un joyau, c'est un joyau richement décoré, et qu'on a appelé paix d'argent parce que c'était le sujet de la controverse, de la joute oratoire. Et les 8 onces, c'est plus ou moins quel poids? Oui, 240 grammes. Donc voilà. Mais voilà. C'est un objet assez petit. Hein. Ceux de Hesdin, c'était, je suppose, une localité. C'est une localité, oui. Mais il faudrait voir, ça je n'ai pas vérifié, du nord de la France peut-être. Oui, sûrement, puisque c'était avec les Français. Oui. Alors, je vais vous lire un autre extrait, toujours sur les jeux poétiques. Les jeux poétiques montois s'apparentent aux jeux floraux et cours d'amour de la Provence. Ils mettent à la mode la poésie des jeux partis, sorte de débat sur un sujet galant dont la technique est la suivante. 2 points de vue sur une question d'amour sont proposés par un poète à l'un de ses confrères. À celui-ci de choisir l'un ou l'autre et d'engager une dispute poétique par strophes alternées concrétisant les arguments respectifs. La gaie science devient un élément indispensable à la vie de cour, et les seigneurs s'attachent bientôt en permanence les services d'un trouvère ou d'un ménestrel à qui ils accordent des gages élevés. Le statut du poète évolue donc. L'amuseur fait place à un personnage digne de considération, et pour peu qu'il soit clair, ce dernier est appelé à rendre d'autres services, secrétariat, historiographie, voire diplomatie. Alors, un extrait un petit peu plus loin. Mais les chambres de rhétorique ne se cantonnent pas dans la poésie. Elles s'occupent aussi de théâtre, montent des spectacles, farces ou mystères. Le théâtre, né dans le cœur de l'Église, est ensuite sorti sur le parvis, puis s'est éloigné davantage grâce à l'érection d'un our. À Mons, en outre, des représentations sont parfois données par des acteurs ambulants, jouant sur leurs chars face aux riches hôtels de la ville, d'où l'appellation des joueurs sur car. Notons que les rôles féminins sont toujours tenus par des hommes, travestis donc. Alors nous allons passer à des auteurs. Le premier auteur connu, c'est Baudouin V le Courageux, mais hélas, aucun texte de lui ne nous est parvenu. Donc nous passerons au conte suivant, son fils, Baudouin VI de Constantinople.
Et pour ceux qui connaissent Mons, il y a la statue équestre de Baudouin de Constantinople à Mons. Né à Valenciennes en 1171, il épouse en 1186 la douce Marie de Champagne, est armé chevalier en 1189 et devient comte en 1195. Appréciant et cultivant la poésie, il attire à sa cour ménestrels et trouvères. Il s'entoure de clercs, les chargeant de rassembler et rédiger toutes les traditions et légendes ayant trait à l'histoire du Hainaut et de ses souverains. Il rédige à Mons en 1200 deux chartes célèbres, l'une civile traitant des successions féodales, l'autre pénale réglant la pénalité en matière criminelle. Mais guerrier avant tout, il allait s'embarquer en 1202 en tant que chef de la 4e croisade, abandonnant sa famille et ses États, sans défense contre les autres prises d'un Philippe Auguste. La suite de son histoire est bien connue. Élu empereur de Constantinople en 1204, il ne règne pas longtemps et serait mort en captivité après la défaite d'Adrinople. C'est du moins ce que semble attester une lettre de Joannis, roi des Bulgares, au pape Innocent III. Mais Robert de Clary a pu écrire « On ne sut jamais ce qu'il était devenu. Ses sujets de Hainaut et de Flandre refusèrent de croire à sa mort au point de le reconnaître bien des années plus tard, vers 1225, en la personne d'un ermite. C'est l'épisode du faux Baudouin qui, finalement accusé d'imposture, sera, sur ordre de Jeanne de Constantinople, pendu dans la forêt de Marquette, près de Lille. » Voilà donc ce que je voulais dire. J'en reviens à la statue équestre. Elle tourne le dos à la ville, cette statue, pour prouver qu'il n'est jamais revenu à Mons. Mais en fait, les Montois avaient reconnu en cet ermite leur comte de Hainaut, et Jeanne de Constantinople, c'est la fille, c'est sa propre fille bien sûr, mais elle avait 2 ans quand il est parti, elle n'aurait pas pu le reconnaître, et elle a été accusée de parricide par ses sujets. Donc la légende à la peau dure, quoi. Alors, un autre auteur, Georges Languerand. Alors, Georges Languerand, il s'agit d'un bourgeois gentilhomme qui fut bailli d'Avray, maire de Mons, receveur général du Hainaut et conseiller au conseil de Hainaut. Son nom s'écrit parfois Languerand avec 2 A, Languerand avec un E après le L, ou encore Languerrand avec un E et 2 R cette fois. En 1485-1486, il effectue des voyages, Italie, Palestine, Égypte. Il en laissera un récit sous la forme d'un journal de voyage intitulé « Les saints voyages et pèlerinages de la sainte cité de Jérusalem et du mont Sinaï à Madame Sainte Catherine, Vierge et martyre », récit qui sera publié à Mons en 1861 par le marquis Denis-Charles de Godefroy-Ménil-Glaise, membre de la Société des bibliophiles. Un peu plus loin, fait remarquable pour un auteur du Moyen-Âge, Georges Languerand revient périodiquement sur le devant de la scène. En 1969, donc au XXe siècle, Paul Champagne lui consacre un article intitulé « Un voyageur montois du XVe siècle, Georges Languerand ». En 2000, il est évoqué dans une exposition organisée à Mons, salle Saint-Georges, du 28 octobre au 26 novembre. L'Égypte vue par les Occidentaux. On y apprend qu'en 1486, le mailleur de Mons entreprend un pèlerinage en Terre Sainte, puis part pour l'Égypte, et qu'il croit, comme ses contemporains, que les pyramides sont des réserves à blé. Enfin, le 19 avril 2023, Gilles Dauquier donne à la Maison de la Mémoire de Mons une conférence sur Georges Languerand, mailleur et pèlerin du XVe siècle. Voilà. Et nous allons passer à Roland de Lassus, que vous connaissez certainement en tant que compositeur, musicien. On vient d'ailleurs d'apposer une plaque sur sa maison natale à la rue des Capucins à Mons. C'est tout récent. On s'étonnera de voir le nom de ce célèbre compositeur montois, Orlandus Lassus en latin,
qualifié de prince des musiciens de son temps dans un répertoire d'écrivains. C'est qu'on a longtemps ignoré ses dons de poète et d'épistolier. Or, il nous a laissé non seulement des vers français adressés au duc de Bavière, un poème adressé à l'humaniste flamand Charles Utenhove, une ode en guise de dédicace au roi Charles IX, mais aussi une correspondance souvent fantaisiste et truffée de truculence rabelaisienne, découverte seulement en 1891. Alors, un peu plus loin, je vais vous faire goûter un petit peu la saveur de ses écrits. Sa correspondance se caractérise par la jovialité narquoise, héritée des Montois, point d'interrogation, c'est l'auteur. Les farces et calembours, le mélange malicieux des langues, français, latin, italien, anglais, allemand, néerlandais. Elle a été éditée en 1988 chez Bernard Coutaz sous le titre « Combien fou tu serais, Orlando ?» Commentaire et traduction de Franck Langlois. Voici le début de la lettre qui a fourni le titre de ce livre de 190 pages, une lettre adressée au prince Guillaume. Accrochez-vous, il faut bien écouter. Combien fou tu serais, Orlando, si tu pensais de penser au pansement que ton bon maître et seigneur, le prince Guillaume, pense. Si tu pensais telle pensée, elle te serait bien récompensée. Mais où est allée ma pensée de penser à ce que je pense? Le penser ne vaut la dépense. Honni soit-il qui mal y pense. Et voilà. Il faut dire aussi combien fou tu serais, Orlando. Con, c'est C-O-N. Eh bien, c'est plus loin. Eh bien, séparé. Voilà. Alors maintenant, je pense que je vais vous lire la 4e de couverture du livre qu'on présente ce soir, parce que pour moi, elle constitue une superbe passerelle pour aller de Janine à Laurence. Les lettres lues me sonnent. À l'origine, 1988, un mémoire d'étudiante bibliothécaire documentaliste répertoriant les auteurs montois du Moyen-Âge à nos jours. Je peux t'arrêter une minute. 1988, c'est l'année du diplôme. Donc la recherche est faite. Parce que tout à l'heure, j'ai dit 1986-87, c'était les années de recherche, pour préciser. Voilà. Il s'est étoffé au fil des années, fruit de recherches passionnantes, englobant l'histoire de Mons, ville frondeuse où le franc-parler est roi, où les humoristes s'en donnent à cœur joie, où les contestataires haranguent, où la poésie se chuchote si intensément que les vieux murs en transpirent. L'œuvre de toute une vie pour Janine Abrassard, puisqu'elle est toujours occupée. Quant à son double, Laurence Amaury, elle fictionne poèmes, nouvelles, récits, pièces de théâtre. Toutes les deux sont éprises de la vérité historique, bien qu'adeptes de Marcel Proust, selon lequel la vraie vie, c'est la littérature. Alors, oui, donc en partant de cette citation, Laurence, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ta littérature? Oui, là, c'est important parce qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre. Donc, d'abord, c'est justement Marilyn qui a publié un verbe dans sa Joconde qui n'est pas une nouvelle ici, parce qu'à l'origine, c'était une très longue nouvelle. Et tu m'as dit, ça n'est pas abouti, il faudrait changer des choses ou continuer. Donc finalement, ça fait un livre complet. Et c'est un livre transgenre, c'est-à-dire que ça tient un peu du journal intime, de l'autobiographie, mais pas complètement, parce que j'imagine une promenade dans mon appartement, et en fait, je vais d'une pièce à l'autre et j'énumère tout ce que je vois en faisant des commentaires. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu aussi un essai philosophique ou plutôt sur un art de vivre de la vie quotidienne, on pourrait dire ça. Mais je parle souvent des lettres Lumeson et de mes chers auteurs montois. Notamment, il y a un passage où je dis, tiens, je m'éveille, ce que je vois en face de moi me comble de joie, c'est une armoire aux vitres translucides qui contient toutes les archives relatives à mes chers auteurs montois. Donc voilà, c'est l'autre... Alors pour ce qui est du titre, parce qu'un verbe dans sa Joconde, je suppose que ça ne veut rien dire pour vous. Oui, en fait, il y a beaucoup de titres qui me viennent dans un demi-sommeil. C'est le cas, par exemple, pour La robe en soie bleue, ensablée,
Le quai des Quatre Lambins. Le quai des Quatre Lambins, c'est une nouvelle sur le doudou, justement. Et alors, c'est le cas pour un verbe dans sa Joconde. Ça m'est venu comme ça. Dans ces cas-là, je fais un gros effort pour m'éveiller et je l'écris sur un papier que j'ai toujours sur ma table de chevet. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en écrivant ce livre, j'ai essayé de donner une explication. Voilà. Et j'en ai trouvé une, mais c'est peut-être pas la bonne. Alors ici, toutes les impasses ont leur issue secrète. C'est un recueil de nouvelles qui part d'une nouvelle très courte à une nouvelle très longue. Et la dernière, justement, elle s'intitule Utopie et elle fait connaître, elle met en scène en quelque sorte par rapport au Covid, parce que ça raconte un peu le Covid. Et je fais un parallèle avec une épidémie au XIXe siècle, et c'est l'occasion de mettre en scène un auteur montois du XIXe, bien sûr, méconnu, qui s'appelle Camille Roland, alias Clanrold, et qui a écrit un livre intitulé La Cité Marius. C'est une cité idéale où il n'y a pas de coron traditionnel, mais chaque maison est dans une petite parcelle verdoyante, donc entourée d'un jardin. Donc c'était l'occasion de faire connaître. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais enfin, Laurence, tu donnes un coup de pouce à Janine pour qu'elle termine ses lettres Lumson. Donc, mon double m'a poussé, j'ai eu un coup de pouce et j'en suis revenue. Et depuis, je n'écris plus de fiction pour le moment. Mais bon, j'espère quand même avoir le temps d'aller jusqu'au bout pour mes lettres Lumson, parce que la vie avance à grands pas. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, peut-être, tu as encore quelque chose à dire? Non, en fait, je voulais juste vérifier pour savoir qui avait fait la photo, mais je croyais que c'était Oswald, puisqu'il est photographe. Mais non, maintenant, c'est Oswald qui fait les photos, mais là, c'était encore David. Voilà. Et alors, ici, c'est une maison que les Montois doivent connaître, parce que c'est dans la petite rue Cronque. C'est une maison du XVIe siècle, en fait. Mais nous connaissons le propriétaire. Quand je lui ai demandé l'autorisation de mettre en couverture la photo de sa maison, il m'a dit oui, mais il nous a aussi invités à visiter cette maison et à nous montrer le vieux mur du XIIe siècle qui ferme sa cour. Alors là, c'était parce que nous connaissions le mur de la rue Terre-du-Prince, qui d'ailleurs s'est écroulé à un moment et qui a dû être rénové, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait un mur du XIIe siècle dans la cour de cette maison. Et ça a été une expérience extraordinaire. J'ai touché ce vieux mur avec respect et c'était fantastique, quoi. C'était une expérience. Et alors, les lettres Lumson ont donné lieu aussi à maintes promenades littéraires dans les rues de Mons. On en a fait pendant de nombreuses années et encore maintenant, puisqu'on vient d'en faire une qui sera publiée par la Maison de la Mémoire avec des ajouts de photos, un texte de Gérard Bavet, l'historien montois, et aussi des textes, donc une sorte de petite anthologie, des textes en français ancien, d'auteurs du Moyen-Âge et du XVIe, qu'une romaniste m'a aidé à traduire, quoi, parce que donc ce sera fort intéressant. Et je crois qu'il est grand temps d'arrêter. Non, en fait, moi, je connais très bien Laurence, donc je n'imagine pas quelle question on pourrait lui poser, mais si vous en avez, elle est là pour vous y répondre. Oui. Après, il n'y a pas de souci. Oui. Parfait. Oui. Merci à vous.